Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du talk show de Disney FR. L'épisode de ce soir est quelque peu unique et requiert une introduction d'un autre ordre. Contrairement à d'habitude, l'épisode de ce soir se concentre sur un seul et unique thème, la 4e dimension. L'Hollywood Tower Hotel a connu gloire et prospérité. Malheureusement, toute bonne chose ont une fin. L'hôtel a rouvert ses portes et il vous attend. Nous vous invitons à emprunter l'ascenseur de service. Seulement, sachez une chose. Cet ascenseur conduit directement dans la 4e dimension. Bonsoir à tous pour ce 3e talk show qui aura pour thème la Tour de la Terreur, l'attraction bien connue des parcs d'attractions Disney. Pour ce talk show spécial, il sera composé des chroniques suivantes. La chronique culture présentée par moi-même, qui racontera l'histoire de la série qui a inspiré les attractions. La chronique de Kenan, qui expliquera les storylines de chacun des hôtels sur ce monde. La chronique de Mouchou, qui présentera la technologie présente dans les attractions. Chronique de TM, qui nous expliquera le mapping de l'attraction. Et enfin, la chronique de Vincent. Nous allons donc commencer par l'histoire de la série La 4e dimension. Rod Serling est un scénariste extrêmement populaire aux États-Unis, notamment pour avoir créé la fameuse série La 4e dimension, The Twilight Zone, dans sa version originale. Rod Serling est un boxeur amateur, mais qui a surtout, et c'est ce qui va marquer la série, il a été parachutiste dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. C'est à la fin de ce conflit qu'il retourne chez lui et commence des études en littérature dans l'Antioch College de Yellow Springs, dans lequel il va développer des talents d'écriture. Ces talents d'écriture sont surtout alimentés par les différents traumatismes qu'il rapporte de la guerre et qui lui valent une imagination, un univers extrêmement riche qui va en 1949 le faire gagner un concours de scénario pour écrire dans une émission radio. Il va gagner un concours dans une émission radio de Dr. Christian et ça va lui ouvrir la porte d'écrire des scripts pour la télévision en 1951 et il va pour la toute première fois réaliser un épisode dans la série Kraft Television Theater intitulée Pattern. C'est alors que, au fur et à mesure des années, ses talents de scénariste, d'écrivain, vont lui permettre, en 1959, de commencer la diffusion d'une série qui va énormément apporter à la télévision américaine en développement dans ces années-là, la 4e dimension. Il faut savoir que dans le monde, en même temps, du coup, on est en post-Seconde Guerre mondiale, la guerre froide bat son plein, les technologies commencent petit à petit leur invasion dans la société et bien entendu le risque nucléaire, la course spatiale. On est dans une ambiance très pesante pour le Rod Serling qui va mettre toute sa critique de la société dans cette série. Il va se servir de la science-fiction afin d'énoncer, de partager son ressenti à travers des dystopies, des fictions, je sais plus exactement le terme, mais dans le style de Black Mirror, vous connaissez certainement cette série, qui se projette dans le futur pour en découler une morale. La série est diffusée sur la chaîne CBS. En parallèle,
c'est une anecdote intéressante. En parallèle, la NBC diffuse la fameuse série de Alfred Hitchcock présente, qui pareil a des tons très noirs, très sombres. Alfred Hitchcock est plus dans l'humour noir, dans la satire, quand Rod Serling va être plus dans la science-fiction critique satirique. Mais c'est bien à l'époque. À l'époque, c'est vraiment une période assez noire, on va dire, pour l'Américain moyen, qui se retrouve un peu perdu dans un monde qui ne comprend plus vraiment, dans un monde qui commence à peine à évoluer dans tous les sens. Mine de rien, Rod Serling va bien le saisir et c'est ce qui va faire le succès de sa série. Alors je vais juste conclure sur Rod Serling en disant que dans ces derniers jours, il faut savoir que il n'a pas écrit tous les épisodes de la 4e dimension. Il a notamment été aidé par des jeunes scénaristes, comme on peut citer Steven Spielberg, qui a écrit des épisodes pour la 4e dimension. Et dans les dernières années de vie de Rod Serling, il va être co-scénariste du film La planète des singes de Franklin J. Schaffner en 1968, film extrêmement connu. On va passer à l'histoire de la série. La série commence à être diffusée le 2 octobre 1959 jusqu'au 19 juin 1964. La série est l'un des meilleurs exemples de créativité dans la télévision américaine. Et encore aujourd'hui, l'influence de cette série est universelle aux États-Unis. On pense notamment aux Simpsons, qui font énormément de reprises dans les épisodes spécial Halloween, des parodies, des réécritures de l'œuvre de Serling. Tous les épisodes ont des scénarios différents, ne présentent pas les mêmes personnages, se passent dans des chronologies différentes, quoique tout le temps dans une ambiance très années 1950, dans les personnages, dans l'ambiance générale. Tous les épisodes sont en noir et blanc et transpirent un malaise, transpire le malaise, transpire la gêne. Quelque chose se passe dans cette série, quelque chose qui ne se déroule pas comme le vrai monde. On pense notamment au fait que Twilight, donc le titre de la série, est un terme de l'armée américaine pour signifier que l'on ne distingue plus l'horizon. Mais cela veut aussi dire que, alors la 4e dimension, c'est, comme Albert Einstein l'a décrit, c'est la dimension du temps. Et vous savez qu'il y a 3 dimensions. On va dire la droite, la profondeur, la hauteur, l'épaisseur, et la 4e dimension serait celle du temps. Temps infini pour Rod Serling, car le terme Twilight signifie aussi, et l'abréviation de Twin Light, qui est le moment précis où où le soleil est à l'horizon et qu'on ne saurait déterminer si on est au crépuscule, donc au début de la nuit, ou à l'aube, au début de la journée. Et c'est ce qui fait tous les épisodes de la 4e dimension, c'est ce moment où les personnages ou le spectateur ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il est en train de vivre, dans quoi il se retrouve, dans quelle fabulation il peut bien se trouver. L'un des épisodes les plus cultes de la 4e dimension, je vais vous en lire le synopsis, car je le trouve extrêmement intéressant. Il est noté comme 11e épisode le plus cultissime de l'histoire de la télévision américaine, et il a comme nom « Comment servir l'homme ». Voici le synopsis. Monsieur Chambers, un secrétaire de l'ONU, dans un vaisseau spatial, se remémore le jour où les Canamites sont arrivés sur Terre avec une volonté de paix pour l'humanité tout entière. Lors d'un colloque, l'un de leurs représentants a laissé un livre après avoir apporté son message d'espoir pour soigner tous les maux de la planète et des humains. Après de nombreuses recherches pour déchiffrer cet ouvrage, les scientifiques ont pu déchiffrer le titre. Comment servir l'homme? Ce titre souleva l'enthousiasme de la population. Des voyages furent organisés en direction de la planète de ses visiteurs supposés sympathiques et généreux. À son tour, Monsieur Chambers embarque aussi dans un vaisseau spatial pour aller visiter la planète des extraterrestres. Fait incongru, les humains qui vont embarquer dans le vaisseau sont pesés avant d'embarquer. Les Canamites justifient cette bizarrerie par le fait qu'il ne faut pas dépasser le pétac du vaisseau, étant le poids total autorisé de charge, alors que M. Chambers franchit le pas de la porte du vaisseau pour embarquer, et qu'en parallèle, le monde cherchait à décrypter le contenu du livre dont le titre qui avait été décrypté était « Comment servir l'homme », l'assistante de M. Chambers arrive en courant à l'embarquement et lui crie Mr. Chambers, don't get on that ship! The rest of the book,
To serve man, it's a cookbook. Que le livre est un livre de cuisine. Il y a toute cette ambiance qui fait que c'est le twist final qui nous fait nous rendre compte que on n'est plus dans un vrai monde et qu'on vient de basculer dans la totale ignorance, on se retrouve perdu dans la 4e dimension. C'est donc cette série qui a inspiré les différentes attractions réparties dans les parcs, notamment dans celui de Disneyland Paris, dans lequel Rod Serling explique le voyage de différents passagers qui, empruntant un ascenseur, vont se retrouver dans la 4e dimension. Je vais passer la parole et propose à Kenan de lancer sa chronique sur la storyline des attractions. Bien, moi je suis ici parmi vous pour vous raconter la storyline des différentes tours de la terreur dans le monde. Alors, à savoir, dans le monde, il y a 4 tours de la terreur. Il y en a une en Californie, une en Floride, une à Paris et une à Tokyo. Chacune a un peu une storyline différente, même si certaines sont vachement liées entre elles. Du coup, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Orlando et de Paris. Sachant que, en gros, Paris a eu une réhabilitation en 2018, je crois, ou 2017, où ils ont refait le scénario. Du coup, l'histoire que je vais vous raconter est toujours canon, mais plus trop pareil quand même. Bon. La nuit du 31 octobre 1939, la foudre frappe l'Hollywood Tower Hotel, l'hôtel le plus prestigieux d'Hollywood. 5 personnes se trouvent à bord d'un ascenseur lorsque le bâtiment a été heurté par la foudre, provoquant la chute dans la 4e dimension de ces 5 passagers. L'Hollywood Tower Hotel a ensuite fermé ses portes, mais a réouvert pour vous permettre de revisiter cet humble bâtiment qui vous attend. Et là, voici les 5 passagers. D'ailleurs, un petit Hayden Mickey, vu que la petite fille sur le tableau tient une peluche de Mickey dans sa main. Voilà. Il y avait ça en Floride et à Paris, mais depuis 2018, à Paris, tout a changé. Il y a 3 cages d'ascenseur à Paris, et chaque cage raconte une histoire différente. Je vais vous raconter ces 3 histoires. Donc la première, c'est la machine malveillante. La petite fille fantôme hante votre ascenseur, mais c'est désormais le cadet de vos soucis. Dès que vous prenez place, cette machine malveillante n'a qu'un seul but, vous piéger. L'ascenseur hurlera avec une joie macabre alors qu'il vous tire vers le bas ou vers le haut sans avertissement. Votre seul espoir est de tenir bon et de crier. Parviendrez-vous à vous libérer de l'emprise de la machine? À vous de voir. Donc la deuxième cage s'appelle les créatures en cage. Donc voici l'histoire. Elles savent que vous êtes ici. Alors quoi que vous fassiez, ne criez pas. Des créatures effrayantes sont en liberté dans la cage d'ascenseur et recherchent des âmes en détresse à terroriser. Plus vous crierez fort et plus ils deviendront puissants. Pouvez-vous rester silencieux tout en dévalant les 13 étages à la vitesse de l'effroi? Et du coup, la dernière cage, c'est la 5e dimension. Un sinistre poltergeist a ouvert un portail vers la 5e dimension et veut vous emporter avec lui. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous savez du réel et de plonger dans un voyage psychédélique terrifiant entre 2 mondes. La petite fille fantôme pourra-t-elle vous sauver? Telle est la question. Donc voilà les storylines de Paris. Maintenant, on va partir très loin. On va aller au Japon. Pour remettre dans le contexte, la série La 4e dimension n'est pas diffusée au Japon. Donc, les Imagineers, donc ceux qui conçoivent les parcs Disney, ont dû repenser l'attraction pour que le public de là-bas comprenne. Donc là, nous avons une histoire originale qui se situe dans l'univers de la scie, sachant que je vais vous expliquer ce qu'est la scie. La scie, c'est un univers étendu énorme entre tous les parcs Disney du monde, pour dire que toutes les attractions sont en soi liées entre elles par des membres connus. Et la scie, c'est un groupe d'explorateurs. Du coup, je vais vous raconter l'histoire du Japon. L'hôtel a été créé et appartient à Harrison Hightower, qui l'a construit comme une extension du manoir de sa riche famille, après en avoir hérité. Il a officiellement ouvert ses portes au public en 1892, avec beaucoup de fanfares et un défilé. Hightower voulait que l'hôtel soit une vitrine de sa vaste collection d'art et d'antiquités rassemblées dans le monde entier. Le soir du Nouvel An 1899, Hightower a apporté à l'hôtel une idole tribale africaine appelée le Chirikin Tundu. Voilà la statue. Bon, elle donne pas vraiment la confiance, hein. C'est pas la meilleure statue du monde.
Et là, Je reste à la sécurité. voici Monsieur Hightower. Il a ramené cette statue qu'il a volée en Afrique. Il vole souvent ses antiquités. Et le peuple auquel il a volé la statue maudit la statue. Parce que voilà, c'est pas très sympa de voler les choses des autres. Le soir du Nouvel An, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Hightower se dirige dans sa suite privée tout en haut de l'hôtel en utilisant son ascenseur personnel, avec la statue dans les mains. Juste avant d'embarquer dans l'ascenseur, un des serveurs lui dit Monsieur Hightower, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vous conseillerais de pas trop vous amuser avec la statue, ne pas lui manquer de respect. Elle est quand même pas très très nette. Monsieur Hightower s'en fout. Il monte dans l'ascenseur et décide même d'éteindre son cigare sur le front de la statue, ce qui va réveiller la statue. En soi, elle va devenir diabolique et va faire exploser les câbles de l'ascenseur et envoyer Monsieur Hightower on ne sait pas où, vu que l'ascenseur s'est écrasé. On a retrouvé la statue, mais on n'a pas retrouvé Monsieur Hightower. Et certains disent que l'hôtel maintenant est hanté par Monsieur Hightower et sa statue. Et l'hôtel a fermé après ça, hein, tout le monde s'est enfui. Mais quelques semaines plus tard, des journalistes ont rouvert le lieu pour le faire visiter. Donc nous, les visiteurs, on peut rentrer dedans. Mais le Sheikh Ndundu est là pour nous dire que non, faut pas venir. Et du coup, voilà. Les tours s'en suivent, les chutes. Donc voilà la storyline du Japon qui est du coup très différente de la 4ème dimension. On est très loin de tout ça, même si ça aurait pu en soi être un épisode de la 4ème dimension également. Juste pour préciser, petit easter egg, le design de Monsieur Hightower est en fait un imagineur, c'est Joro, notamment la personne qui a conçu Pandora, le land de Avatar. Animal Kingdom tout entier. Oui, Animal Kingdom tout entier en fait. Et du coup, on va finir par aller en Californie. Et là, en Californie, c'est une histoire particulière. C'est-à-dire que la tour californienne a ouvert en 2004 et avait la même histoire que celle de Paris, vu que c'était une copie. Mais la tour n'avait pas de franc succès. C'est-à-dire que là-bas, ils ont du coup 2 tours latérales. Celle de Floride, qui est l'originale et qui est vraiment ouf. Et puis il y avait celle de Californie qui était un peu elle avait il y avait un petit goût d'inachevé. Et du coup, en 2017, ils l'ont rethématisé sur les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, l'attraction s'appelle Tower of Terror, mais Guardian of the Galaxy Mission Breakout, une merveille comme attraction. Du coup, je vais vous raconter l'histoire. Donc, l'attraction se situe dans la forteresse du collectionneur appelée Tivan Collection. Le collectionneur expose ses récentes acquisitions des différents présentoirs dans différents présentoirs vitrés. Cependant, Rocket est parvenu à s'échapper de son présentoir et sollicite l'aide du visiteur pour l'aider à libérer les autres gardiens. Voilà, donc ça tient sur un post-it le scénario, mais voilà, c'est simple. L'attraction, on va pas dire qu'elle est moins bien que la 4ème dimension, mais elle est différente. Autant la 4ème dimension, Tower of Terror, c'est sur de la tristesse, du sombre, de la peur. Là, c'est sur du fun, c'est tout coloré, il y a de la musique rock et tout. Voilà, on n'est pas dans le même type d'histoire. Mais cependant, j'aime bien cette tour tant qu'elle reste en Californie et qu'elle ne vient pas à Paris. Voilà. On reconnaît clairement la tour française, hein, parce que bon, c'est une copie, donc on reconnaît la forme. Ils sont pas trop foulés pour la refaire, quoi, on va dire ça. Et du coup, voici ce qui conclut les storylines. Donc, la Tour de la Terreur. Je vais parler spécifiquement de la Tour de la Terreur française, parce qu'il y a des petites nuances sur les Tours de la Terreur. Mission Breakout, c'est le même système, et la Tour de la Terreur japonaise aussi, mais à Orlando, il y a une partie où l'ascenseur avance. J'en parlerai pas, parce que on est français, donc on parle de la Tour de la Terreur française. Donc, notre chère Tour de la Terreur a commencé sa construction en 2006. La construction qui a duré jusqu'en 2007 avec son ouverture, très très belle ouverture d'ailleurs, qui utilisait un système de mapping, donc de projection vidéo sur toute la tour. C'était très sympa. Le gros œuvre de la structure, c'est-à-dire la partie principale du bâtiment en béton, a été seulement construite en 1 semaine, ce qui est très rapide, grâce à une technique faisant que le béton était coulé en permanence et l'échafaudage montait avec le béton. Ça a permis de construire très rapidement. Il doit y avoir des timelapses sur YouTube, c'est très impressionnant. Le reste prendra bien plus de temps parce que la peinture c'est long. Pour son intérieur, les meilleurs artistes du monde entier ont été recrutés pour permettre de nous transporter en 1929 dans cet hôtel d'Hollywood. Pour cela, les imagineurs, donc les gens qui conçoivent les attractions chez Disney, ont été
dans beaucoup d'endroits du monde pour acheter plus de 5000 objets d'époque pour rendre l'immersion quasi parfaite. Donc, pour le système de l'attraction, le système est plutôt simple. Les visiteurs s'assoient dans des cabines d'ascenseur au nombre de 6, 3 au rez-de-chaussée et 3 au premier étage. Ces cabines d'ascenseur reculent au moment du début de l'attraction pour aller se placer dans le vrai ascenseur, celui qui est dans la cage d'ascenseur. Il y a donc 3 cages d'ascenseur pour 6 cabines d'ascenseur. Les ascenseurs en eux-mêmes sont tenus par 2 gros câbles métalliques, tous les deux capables indépendamment de retenir l'ascenseur en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un câble qui est juste là en sécurité. Les câbles sont reliés à des moteurs positionnés tout en haut du bâtiment, donc il y a 3 moteurs tout en haut, 3 très très gros moteurs qui font plusieurs tonnes. Ces moteurs fonctionnent grâce à 2 tambours de câbles, c'est-à-dire 2 gros disques autour desquels sont entourés les câbles. Le premier tambour va s'activer pour faire monter et descendre l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il va s'enrouler, il va enrouler le câble pour faire monter l'ascenseur et il va dérouler pour le faire descendre. Le deuxième tambour de câble s'activera ensuite pour venir en soutien au premier, pour permettre de faire des mouvements bien plus précis avec la cabine. Petite précision, dans la tour de la terreur, vous ne tombez pas, mais vous êtes tiré vers le bas. Ce qui fait que la tour de la terreur a des sensations assez différentes d'une tour de chute classique. Autour de chaque tambour, c'est-à-dire autour des 2 tambours, chacun, il y a 4 paires de disques de frein, de très gros disques, permettant de ralentir l'ascenseur très très vite. Grâce à de la friction, ça fonctionne comme sur une voiture, le disque tourne, les plaquettes viennent appuyer sur le disque et ça arrête le disque. Pour alimenter ces gros moteurs, la tour possède 3 transformateurs électriques de 13 tonnes chacun. Donc 3 transformateurs, donc un pour chaque moteur. D'ailleurs, les transformateurs ne sont pas en haut de la tour, mais tout en bas, derrière la tour. Ces transformateurs permettent de transformer 20 000 volts de haute tension en 600 volts. Donc c'est comme ça qu'on alimente la tote, avec des gros transformateurs électriques. Et pour refroidir ces transformateurs électriques, il faut beaucoup de liquide de refroidissement. C'est pour ça que la pièce dans laquelle se situent les transformateurs électriques a dans son sous-sol plus de 10 mètres cubes de liquide de refroidissement. Pour ce qui est animation dans l'attraction, c'est-à-dire effets visuels, musique, la salle qui coordonne tout ça est tout en haut de la tour. Et c'est une salle qui entrepose plusieurs centaines d'ordinateurs. Et sur la tour, on a des centaines de kilomètres de câbles, ce qui fait un peu beaucoup. Ces ordinateurs donc règlent tout sur l'attraction. Faut savoir d'ailleurs que ces ordinateurs, c'est des ordinateurs de série que Disney achète en vrac, vu que c'est les mêmes ordinateurs que sur toutes les attractions du resort. Pour finir, si jamais il y avait un accident, parce qu'on va parler un peu d'accident, si jamais un accident se produisait et que les câbles malheureusement venaient à se casser et que l'ascenseur tombait, il n'y aurait quasiment aucun risque pour les visiteurs, puisque la tour est composé d'une dizaine de systèmes de freinage différents. Je pourrais pas citer les 10, mais je vais en citer quelques-uns. Tout d'abord, sur le long de toute la cage d'ascenseur, il y a des freins mécaniques qui s'activent directement dès qu'il y a un problème. Et dans le pire des cas, tout en bas de la cage, au sous-sol, il y a parmi les plus gros amortisseurs d'Europe. D'ailleurs, ces amortisseurs ne servent pas que en cas d'urgence, vu que des fois, ils sont utilisés quand la cabine est décalée d'1 ou 2 mètres. La cabine, les amortisseurs remontent pour replacer la cabine. Voilà ce qui clôture ma partie sur le fonctionnement de la Tour de la Terreur. Parlons donc de certains points techniques de l'audiovisuel dans cette attraction. Je vais partager cette chronique en 3 étapes. 1. La file d'attente et autour. 2. Dans l'attraction en elle-même. Et dernièrement, le mapping sur la tour directement. Donc, quand on arrive devant cette tour, on est directement plongé dans une ambiance jazz à l'aide de parleurs, et tout le long de la file d'attente, on peut entendre donc cette musique diffusée par des enceintes qui sont bien dissimulées en fait. Et donc là, c'est le premier effet spécial qu'on a d'entendre cette musique qui joue, qui est fantastique. Je vous conseille d'écouter ça. Après, donc, je vais passer l'étape du pré-show parce que maintenant c'est plus tellement d'actualité dans notre version française. Mais du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que dans la file d'attente, on est immergé vraiment par le son et la lumière. C'est la principale
ce qui fait cette attraction en fait. Après, on nous place, on rentre dans notre cabine et le show peut commencer. Le premier truc qu'on aperçoit donc c'est Sally qui arrive. Sally donc c'est le prénom de cette petite fille et il faut bien la faire apparaître cette petite fille. Et donc je vous laisse deviner où se trouve le projecteur. On le voit très très peu. Oh, c'est les 3 points blancs là qu'on voit en haut. Là. C'est ça. C'est Yes. les 3 points. Ils sont. J'ai donc essayé de trouver la référence du projecteur quand même. Et donc ils utilisent des projecteurs Panasonic qui coûtent un certain prix. Il y a donc 6 projecteurs donc pour chaque ascenseur. Après, je vais passer à une scène un peu plus éloignée. Cette scène, je la trouve plus magnifique, je sais pas vous. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup de détails de props, d'articles posés un peu partout pour être encore plus immergé. C'est fantastique. Et donc là-dessus, je vais d'abord commencer par l'effet le moins intéressant. On peut voir des étoiles du coup. Les étoiles, c'est un effet que Disney, j'ai l'impression que dans Mystic Manor, dans Oui. King Disneyland, ils utilisent aussi le même procédé. En fait, ils utilisent donc de la fibre optique, qui point, et donc chaque point c'est une fibre. Donc ils utilisent de la fibre optique pour faire les étoiles. Et on peut voir une deuxième chose, c'est un fantôme qui vole, donc Sally. Et moi j'ai pris du temps à capter comment il faisait. Et c'est pas un vrai fantôme en fait. Un vrai Janice. Le saviez-vous? Le saviez-vous? C'est un effet qui est... ça aussi, Disney adore l'utiliser. C'est notre cher fantôme de Pepper. Donc c'est... Oh, le dessin, il est ouf. Le schéma. Attends, c'est un fantôme de Pepper? C'est un fantôme de Pepper. Oui, c'est assez, hein, je trouve. Alors, Il est juste excusez-moi là. mon ignorance, hein. mais qu'est-ce que c'est un fantôme de Pepper? Alors, le fantôme de Pepper, ça fonctionne... c'est très simple. Ça a été utilisé à la fin du 19e siècle. Ils commençaient à utiliser ça à la fin du 19e siècle, quoi. Et en fait, ce que tu peux voir, c'est qu'au milieu, tu as une immense vitre. Du côté gauche, sur le schéma, tu as en haut et au-dessus des animatroniques, donc des robots, qui eux sont éclairés dans leur face. Et je pense que tu as déjà eu cet effet dans la vraie vie que quand tu te colles à une vitre, tu te vois dans le reflet. Oui, tout à fait. Et donc, ça utilise ce procédé, mais tu te vois en fait avec une certaine... Enfin, tu es pas solide, quoi. Tu ne vois pas de l'autre côté, tu te vois, mais avec une certaine transparence. Oui, il y a une Et opacité. donc, on arrive à créer des fantômes de cette manière-là. Mais C'est une sorte de miroir. et Donc sur cette scène, j'ai fini. Et donc là, ça part. Enfin, là, on retourne sur ce que Moufou a dit tout à l'heure. Donc tous les systèmes d'ascenseurs qui tombent, qui descendent. Enfin bref. Donc j'ai fini sur le show et le pré-show du coup dans la file d'attente. Et on va passer à mon passage préféré. Vas-y. Juste, t'as pas parlé de la scène du miroir. La scène du miroir, heureusement, je peux ne pas en parler, mais en fait, j'avais pas trouvé tellement de photos, mais le système qu'ils utilisent, ils utilisent le même procédé que dans Star Tour. Dans Star Tour, à un moment de la queue, on utilise une certaine caméra qui projette, où tu peux faire coucou et tu te vois de l'autre côté. Et donc, c'est cette caméra qui Ah oui, ok. c'est exactement la même caméra, c'est une sorte de caméra infrarouge. Ouais, parce que pour le coup, je comprenais tous les effets, sauf l'effet des gens qui disparaissent dans la cage. Ça utilise une caméra comme ça. ça utilise une caméra comme ça, et en fait, en face, pour la scène, il y a une vraie cage d'ascenseur. Donc, tout à l'heure, mes camarades parlaient donc des projections. Il y avait un système de mapping, donc un mapping 3D. Donc, on utilise plusieurs projecteurs pour projeter sur généralement un bâtiment. Mais après, on peut faire ça sur un peu toutes les formes possibles et imaginables du monde. C'est seulement l'imagination qui peut limiter ça. Mais donc, sur cet immense bâtiment, je vais vous demander, vous poser la question de combien de projecteurs y a-t-il pour projeter Il y avait pas l'entièreté 34 à l'origine, en genre. Oui, mais maintenant, 34. 16. Pas 16 maintenant? Non, maintenant, je crois qu'ils en ont rajouté. Non, ils en ont enlevé justement, je pense. C'est possible, ils en ont pas enlevé? Et je crois qu'ils en ont rajouté. Parce que dans le documentaire des 15 ans des 10 ans de la top, ils disaient qu'ils avaient dû refaire le show et qu'ils avaient dû remodifier parce qu'ils avaient changé tous les capteurs. Mais
ils avaient changé quelques trucs, mais voilà. Du coup, il y en a plus ou moins que 30. Ouais. Enfin, que... Il y en a moins de 30. Ok, je suis une merde. Oui, il y en a genre. Moi, je vais dire oui. Non, ils sont- 16. Moi, Ils je vais sont- dire 20. Félicitations, c'est 20. Yes. Je suis nul. À fond. Tu comptes le nombre de trous, tu trouves le nombre de projecteurs. C'est vraiment ça. Mais donc on peut les trouver juste à côté de Stitch Live et donc du studio D, Stage D, je sais pas. Enfin c'est Avec Dream Factory, le nouveau spectacle de Disney. c'est ça. Et donc on voit donc les projecteurs ainsi que la régie. La régie qui est juste à côté où Il ils y ont aura- dû pouvoir prendre une photo. On va peut-être faire un petit coucou à la régie rapidos. Voilà. Waouh. Cette régie qui est pour le fun fact était à l'emplacement où devait y avoir Soarin en France. C'est très c'était là. triste qu'ils aient mis la régie à la place de Sorin. Oh, voilà. Après, il y aurait eu Sorin, il n'y aurait pas eu de belle ouverture de la tour de la terreur. Oui. Il faut choisir dans la vie. C'est vrai. Alors Ouais. juste comme ça pour l'avis du technicien par rapport aux 20 projecteurs, ça doit chauffer vraiment quand il y a une projection parce que Oui. un projecteur ça chauffe beaucoup. Ah mais Ouais. je connais pas le système, mais doit sûrement y avoir beaucoup de ventilateurs dans cette salle. Un très bon Oui. système de ventilation Mais, parce que sinon les ventilateurs explosent et la salle explose. Disneyland Paris explose. Un vidéoprojecteur peut chauffer. Genre un vidéoprojecteur tout seul peut survivre. 20 à côté Ouais, qui non. chauffent très très fort. Peut-être pas. Ouais, non. Mais je crois que c'est du laser au niveau de la technologie. Mais voilà. Et aussi juste pour donner un peu mon avis, c'est que j'étais étonné que tous les projecteurs soient centralisés au même endroit. Ils ont trouvé la méthode qui fonctionne parfaitement. On voit sur la dernière photo que la projection est magnifique là-dessus. Mais ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié, c'est de spécifier, c'est l'effet à l'entrée. Ah, le. Ça c'est tout simplement de la fibre optique encore. Ils mettent de la C'est très fibre très optique bon, je partout. trouve. Ça marche vraiment bien cet effet-là. Et là-dessus, c'est juste un contrôleur, c'est un petit ordinateur, j'imagine, qui contrôle donc l'éclairage progressif de l'écriture. Et... Non, du coup, nous allons pouvoir passer à la chronique de Vincent. Vince. C'est parti. Mesdames et messieurs, vous venez de rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension formée par l'illettrisme et la débilité de la création de l'être humain et le sadisme de voir à combien ton estomac peut remonter dans ta gorge. Bienvenue dans la dimension en carton. Alors, j'espère que vous allez bien pour conclure cette très bonne soirée. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que vous avez toujours vous êtes toujours à patate? Ouais. Voilà. Voilà. Alors, Moyen. ce soir, j'ai décidé, comme par hasard, de vous parler de la Tour de la Terreur. C'était Non. Mais si, et ouais. Comme Bam. par hasard, complot. Complot, 4G, les compteurs Linky. Et tout ça, j'accote. Allez. Donc, comme vous le savez, cette semaine, j'ai eu la merveilleuse chance de pouvoir découvrir la Tour de la Terreur. Bon, Très bon souvenir. j'ai une mauvaise langue, l'attraction est super cool, je me suis bien éclaté et tout. Donc, comme vous le savez déjà, la Tour de la Terreur ou la Tower of Terror ou le Hollywood Tower Hotel ou en lituanien le Hollywood Oboskovis Budis est une tour de chute. Mais la question, c'est qu'est-ce que fait une tour de chute? Eh bien, c'est une tour où tu chutes. Si vous avez eu peur de la tote, chose qui est totalement normale, parce que ça fait peur, j'ai décidé de vous faire un petit florilège de ce que je considère être les pires tours de chute. On va commencer, donc j'ai fait un petit top 5 avec une sixième très particulière. Et on commence tout simplement avec la Gyro Drop en Corée du Sud. Pour ceux qui la connaissent déjà... Moi, j'adore la Corée du Sud. J'adore la Corée du Sud. J'adore la Corée du Nord. Non, mais Voilà. Donc voici la Gyro Drop coréenne. Voilà. Une tour magnifique qui vous donne envie de vous mourir. Donc, c'est un manège qui existe bel et bien, donc s'appelle le Gyro Drop. Il s'agit d'un manège populaire du parc à thème Lot World, situé à Séoul en Corée du Sud. C'est une tour de 170 mètres qui en fait d'abord elle se déploie, puis en fait elle vous fait monter, puis elle vous fait tomber comme une
de saucisson mal amenée en train de vous laisser pendouiller, peut vous faire tourner dans tous les sens, elle vous ramène et elle vous fait tomber. Certaines personnes disent que c'est du plaisir, moi j'appelle ça du non-respect de la personne. Ensuite, on a la tour qui fait crier. Elle s'appelle la Scream Tower. Enfin, la Scream. Ouais. Non plus explicite, moi je vais rappeler ça. La tour qui fait tomber, on crie très fort et t'as peur. Mais bon, Scream c'est pas mal. C'est une tour de chute gyroscopique du parc d'attractions Highland Park à Solto, en Bas-Axe, donc en Allemagne. Elle a été construite pour un coût de 7,5 millions d'euros par Intamin. Donc elle fait une tour de 71. Elle fait une tour de donc 71 mètres. Elle est classique, elle fait tomber, et elle fait pas des sons de gens qui rigolent. C'est la plus classique, mais 71 mètres, on continue à monter. Je pense que elle était nécessaire à dire. Après, située en Californie, on commence à rentrer dans les gros bébés avec la Drop Tower. Elle fait 96 mètres, et pour que ce soit plus fun, elle possède un petit moteur pour lancer une belle accélération à son départ. C'est-à-dire qu'elle te prend, elle te fait patienter 5 secondes, ça démarre, et ça te balance. Et elle a aussi la particularité très sympa de ressembler à ces petites glaces à l'eau fruitées, où il y a plusieurs étages de couleurs de glace. Oh, c'est mignon. Alors, si jamais une tour de chute qui te fait t'envoler très vite d'un coup, ça s'appelle une Space Shot, c'est le nom du modèle. Pour moi, ça sera une Space Saloperie. En parlant de belles saloperies dans laquelle je ne voudrais jamais être dedans, et si un jour je suis dedans, sachez que je serai décédé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas Vincent, mais un cadavre en train de descendre les bras en l'air. Non, ça va aller. Et le Falcon Fury. Falcon Fury, c'est une attraction de tour de chute qui est située à Busch Garden Tampa en Floride, aux États-Unis, fabriquée par Interride, une filiale de Intamin, donc c'est Interride. La tour atteint une hauteur maximale de 102 mètres, ce qui en fait, la plus haute tour de chute du Nord-Amérique, donc de l'Amérique du Nord. Les passagers ressentent environ 5 secondes de chute libre, atteignant une vitesse de 100 km/h. Mais la particularité de cette tour, qui est très drôle, c'est qu'elle réside dans la position des sièges, qui une fois arrivés au sommet sont inclinés pour que les passagers soient face au sol. C'est-à-dire que tu vois ta chute arriver, tu vois le sol se rapprocher de tes yeux. Le nom de l'attraction fait référence aux faucons, connus pour la capacité de plonger à grande vitesse pour capturer leur proie. Moi personnellement, ça a capturé mon envie de vivre. Et donc, ensuite, on a pour terminer attractions dites homologuées et respectueuses de la condition de l'être humain, nous avons le Giant Drop. C'est un manège Intamin, encore eux, donc, et c'est une tour de chute située dans le parc à thème Dreamworld, sur la Gold Coast en Australie. Le manège, il a été ajouté en décembre 1998, donc à la tour existante de Dreamworld qui abritait la tour de la Terreur. Pendant 14 ans, le Giant Drop a détenu le record de la plus haute tour du monde. Elle ressemble à ça. Et je pense que le seul visage logique que l'on peut avoir dans cette attraction, c'est bien évidemment celle-là. La photo du gars, elle est marrante. Ah bah lui, je sais pas si il est décédé ou si vraiment dans sa vie il s'ennuie beaucoup, mais pour lui c'est genre un mardi. Et donc pour terminer avec les tours un peu moins homologuées, on a la tour. Alors elle est située, je sais pas où, pourquoi, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est dans une fête foraine et on sait tous comment ça se passe dans les fêtes foraines. Bien sûr. C'est de la très bonne qualité. Pour venir à cette tour de la terreur, dont le câble fait en fil dentaire et en ficello a magistralement pas tenu. Voilà, si vous regardez bien dans la cage, on voit les petits câbles en train de se desserrer, faisant en sorte que les passagers, ils vont très bien, hein, parce qu'ils sont pas tombés de très haut. Enfin, j'espère pour eux. Mais ils vont pas trop bien non plus. Ils vont pas trop bien non plus. Ils ont tous un rendez-vous chez le kiné et l'ostéo. Comme le montre cette image. Donc une tour très bien entreposée. Oula. Elle a même pas l'air droite. Non. Et donc, c'est ce qui va conclure ce soir ma chronique plus courte, parce que plus compliquée. Mais la prochaine fois, je vous promets des explosions et du feu dans les Disneyland. Mais c'est ainsi que se ferme notre épisode de la dimension en carton. Mesdames et messieurs, veuillez récupérer vos effets personnels et sortir prudemment de l'ascenseur. Et nous espérons que votre séjour au Hollywood Tower Hotel aura été agréable. Et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir. Merci.